Quand tu lances Red Dead Redemption 2, tu t'attends à un western plutôt classique. Un monde ouvert, des braquages, des cow-boys, des flingues, des chevaux, des ours. Tout le fantasme de l'Ouest sauvage est réuni. Tu penses savoir ce qui t'attend, mais très vite tu comprends que ce jeu n'a rien de classique, parce qu'il ne parle pas de conquête, il parle avant tout de chute, de ce qu'on perd en avançant. Il te laisse croire que tu peux tout contrôler avant de te confronter à ce que tu ne peux pas fuir, la fin d'une époque et la fin d'un homme. Ce que raconte Red Dead Redemption 2, ce n'est pas l'histoire d'un cow-boy, c'est l'histoire de quelqu'un qui ouvre les yeux trop tard. Et ce que tu vis à travers Arthur Morgan, c'est ce que beaucoup ne vivent jamais, une vraie prise de conscience. Ce jeu n'est pas seulement un chef-d'œuvre, c'est avant tout un miroir, et peut-être le seul jeu qui ait vraiment compris ce qu'est la vie. Depuis toujours, on nous raconte des histoires de héros, des récits où le bien triomphe du mal, où le personnage principal, malgré ses échecs, finit toujours par s'élever et devenir une meilleure version de lui-même. Ces histoires-là, on les consomme sans y penser, comme un confort narratif. On sait qui on doit aimer, qui on doit détester et ce qui va se passer à la fin. Mais pour le coup, Red Dead Redemption 2 fait exactement l'inverse. Il nous donne un personnage principal qui, au premier abord, ne cherche pas à devenir un héros. Un homme qui n'a même pas conscience de ce que cela voudrait dire au fond de lui. Et c'est précisément pour cela qu'Arthur Morgan est aussi humain. Arthur's out looking. I sent him up ahead. Arthur! Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davy rest while he... You know... An old mine in town. Quand on le rencontre, Arthur n'est pas en quête de vérité ou de rédemption. Il ne cherche pas à sauver le monde ou à faire justice. Il fait simplement partie d'un gang, un groupe d'hommes et de femmes liés par la survie, par les braquages, par la fuite constante d'un monde en train d'évoluer. Et pour Arthur, ce gang est une véritable famille, la seule chose qui lui donne un sens à sa vie. Et c'est là, dès le départ, sous nos yeux, que commence le mensonge. Car ce gang n'est pas une vraie famille, c'est avant tout une illusion, un simulacre de loyauté construit autour d'un seul homme, Dutch, qui se prend lui-même pour un prophète, un visionnaire, un gourou, voire un père. Et Arthur le suit aveuglément. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Il ne le fait pas par naïveté, mais parce que c'est tout ce qu'il a jamais connu. Parce que reconnaître que cette famille est problématique, c'est aussi reconnaître qu'il n'a rien d'autre. Alors pour lui, il n'a d'autre choix que d'obéir et exécuter tous les ordres qu'on lui donne. Il vole, il tue, il menace, et chaque fois qu'il se met à douter, il se dit que c'est avant tout pour le bien du groupe, pour le bien de sa famille, pour maintenir l'équilibre et pour protéger les siens. Mais petit à petit, on voit les fissures apparaître. Les promesses de Dutch sont de plus en plus nébuleuses. Les choix du gang deviennent absurdes, de plus en plus violents, et Arthur commence à comprendre ce qui est en train de se produire. Que tout ce en quoi il croyait n'était qu'un château de cartes. Et ce château est en train de s'effondrer. Mais même malgré cela, il continue de résister. Parce qu'accepter cette vérité, c'est remettre en cause toute une vie. Ce n'est pas juste perdre un leader, c'est perdre une part de son identité. Il se ment à lui-même pour survivre. Et nous, en tant que joueurs, on participe à ce mensonge. On le guide et on continue à l'aider à s'enfoncer un peu plus dans cette spirale. Mais on sent lentement que quelque chose change. Il y a des regards, des silences, des gestes minuscules qui trahissent ses doutes. What are you doing? Jesus. What was that? Horrible old crone. But you killed her. She was gonna betray us, Arthur. Couldn't you tell? No. Well, I got some Spanish. She was. You keep killing folk, Dutch. I am just trying to make sure that some of us survive, Arthur. Now, shall we proceed? We would survive, no matter what. So how did you know she was gonna betray us? What'd she say? It was in her eyes, in the way she was leading us. But you said you knew Spanish. I know human beings, Arthur. You gonna strangle me next? I'm doing the best I can.
Il y a dans la posture d'Arthur Morgan quelque chose de profondément humain, de presque universel. Cette capacité à s'aveugler volontairement, à faire taire le doute, pour continuer d'avancer coûte que coûte. On pourrait croire qu'il est maître de ses choix, qu'il a simplement grandi dans la violence, qu'il s'y est adapté. Mais ce serait passer à côté d'un point essentiel. Arthur ne choisit pas. Il suit Dutch, il suit la logique de la bande, il suit une logique, il suit une loyauté forgée dans la peur de perdre sa place, sa famille et sa raison d'être. Alors, il répète, il réprime, et il devient l'instrument d'un système qui ne remet plus en question. My lord, what a goddamn mess. Everything. Not sure what happens next. Whole thing has been hard on all of us. Most of all on Dutch, who seems half crazed by all we've gone through. Il y a quelque chose de tragique dans cette mécanique, cette façon de justifier l'injustifiable au nom d'un code, d'un mode de vie ou d'une fraternité qui s'effrite. On sent dans son regard que le doute est présent, tapis dans un coin de sa conscience. Mais il est encore trop tôt et il est encore trop fier, trop blessé, trop perdu pour y faire face. Et quand la violence devient une habitude, elle cesse d'être un choix. Elle devient un réflexe, une seconde peau. Arthur Morgan n'est alors pas encore prêt à changer. Il faut encore que tout s'écroule autour de lui. Il faut que la mort, la trahison et la maladie s'invitent dans son quotidien. Il faut qu'il perde presque tout pour commencer à regarder enfin ce qu'il est devenu. Mais parfois, ce qu'on appelle le bon chemin, ce n'est pas qu'une suite de décisions prises pour ne pas affronter la réalité. Arthur Morgan n'est pas un héros. Il n'est même pas un modèle, à vrai dire. C'est un homme qui a peur, et cette peur, il la cache derrière la loyauté, derrière la violence, l'idée même qu'il est un homme bien dans un monde profondément mauvais. Mais ce monde ne change pas parce qu'on ferme les yeux. Il continue d'avancer, de broyer les faibles, de trahir ceux qui croyaient pouvoir lui échapper. Et tôt ou tard, il faudra regarder en face ce qu'on est vraiment. Non pas ce qu'on prétend être, ni ce qu'on voudrait qu'on dise de nous, mais ce qu'on porte au fond, quand plus personne ne regarde. Et quand ce moment vient, quand le masque craque, il ne reste plus que la vérité nue d'un homme face à sa propre histoire. Et pour Arthur, cette vérité commence à peine à s'écrire. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. And they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. Arthur Morgan commence Red Dead Redemption 2 avec une foi inébranlable. Pas en Dieu, pas en l'Amérique, mais en un homme. Il croit en lui comme on croit en un père, et un leader qui, malgré ses méthodes extrêmes, serait du bon côté de l'histoire. Philosophy books cover feeding a fella. Good goddamn alligator, Dutch. The part that covers weakness. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice. I know it. But it is us or him. Le gang est plus qu'un groupe, c'est une famille, un rempart contre un monde injuste, une utopie marginale censée protéger les âmes perdues et les rebuts de la société. Et Arthur, au centre de tout ça, se voit comme l'épée d'un idéal bien plus grand que lui. Pendant longtemps, il ne doute pas. Il agit et il exécute, parce que c'est le prix à payer, et c'est surtout parce que Dutch lui demande de faire. Mais lentement, presque imperceptiblement, les fondations de cette croyance commencent à se fissurer. Le monde autour d'eux change, s'organise et se modernise. L'industrialisation gagne du terrain et les villes se développent, les lois se durcissent. La révolution qu'il rêvait d'accomplir est déjà morte, enterrée et dépassée. Et le rêve de Dutch, ce monde sans chaîne, sans règles et sans roi, n'a plus rien d'héroïque. Il devient obsessionnel, autodestructeur et aveugle.
Arthur sent cette dissonance, d'abord comme un malaise diffus. Il ne comprend pas pourquoi Dutch devient si instable, si cruel et si méfiant. Il ne comprend pas pourquoi des gens qu'il considérait comme des frères et des sœurs disparaissent, sont sacrifiés ou simplement ignorés. Il ne comprend pas pourquoi chaque dernier coup mène à plus de sang, à plus de mensonges et à plus de chaos. Et surtout, il ne comprend pas pourquoi lui-même continue d'obéir. Loyalty, Arthur. It ain't. I had a goddamn plan! What is going on, Dutch? What is happening to us? What's happening to you? You show him some respect. Excuse me? Ce n'est pas une trahison soudaine, c'est un lent désenvoûtement. Un retour progressif à soi et à la lucidité. Il regarde les actions qu'il a accomplies pendant des années avec une autre lumière. Il revoit les cadavres, les villages brûlés, les familles ruinées et les corps dans la boue. Et pour la première fois, il ne peut plus se mentir. Ce n'était pas de la justice, ce n'était pas de la survie, c'était de la soumission, de la violence au service d'un homme qui avait besoin d'être cru pour exister. Mais la prise de conscience n'est qu'un début. Ce qui vient ensuite, c'est l'écroulement total, l'effondrement d'un monde intérieur. Lorsque Arthur apprend qu'il est condamné, atteint d'une tuberculose incurable, tout s'accélère. Cette maladie devient un reflet. Elle le force à faire face à ce qu'il est, à ce qu'il a toujours été, et à ce qu'il a encore le pouvoir d'être. Il n'a plus le luxe du temps, plus le confort du déni. Chaque jour alors compte, non pas pour survivre, mais pour choisir. Choisir ce qu'il va défendre, qui il va protéger, et qui il va devenir avant de disparaître définitivement. I'm dying, sister. Okay? Yeah, I got TB. I got it. Beating a man to death for a few bucks. I've lived a bad life, sister. We've all lived bad lives, Mr. Morgan. We all sin. But I know you. You don't know me. Forgive me, but that's the problem. You don't know you. What do you mean? I don't know, but whenever we happen to meet, you're always helping people and smiling. I had a son. He passed away. I had a girl who loved me. I threw that away. My mama died when I was a kid. And my daddy, well, I watched him die. And it weren't soon enough. My husband died a long time ago. Life is full of pain. But there is also love and beauty. What am I gonna do now? Be grateful that for the first time, you see your life clearly. Sure. Perhaps you could help somebody. Helping makes you really happy. But I still don't believe in nothing. Often, neither do I. Huh? But then I meet someone like you, and everything makes sense. You're too smart for me, sister. I guess I'm afraid. There is nothing to be afraid of, Mr. Morgan. Take a gamble that love exists and do a loving act. All aboard? I shall try. C'est à ce moment-là, dans cette urgence, que naît sa véritable liberté. Plus il s'éloigne de Dutch, plus il se rapproche de lui-même. Il commence à dire non, à refuser des ordres absurdes et à aider ceux que Dutch a abandonnés, à tendre la main là où il aurait autrefois sorti son arme. Il devient un homme qui agit non pas par loyauté aveugle, mais par conviction intime, non pas pour fuir, mais pour réparer, pour transmettre, et pour laisser peut-être une trace de quelque chose de juste. Cette transformation n'est pas spectaculaire, elle est même douloureuse.
Arthur perd tout ce qu'il pensait être sa vie, son camp, son statut, sa famille et son sens du devoir. Mais dans cette perte, il découvre une forme de vérité. Il comprend que la liberté ne se trouve pas dans l'absence de règles, ni dans le rejet de la société, ni même dans la cavale perpétuelle. Elle se trouve dans le choix de ne plus être complice, le choix de rompre le cycle et le choix de devenir enfin l'homme qu'il aurait voulu être s'il avait eu plus de temps. There's a good man within you. But he is wrestling with a giant. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Our time pretty much passed. Dans les derniers instants de sa vie, Arthur ne cherche pas à se sauver. Il cherche à sauver ce qu'il reste de bon autour de lui. John, Abigail, Jack, il leur donne tout ce qu'il n'a jamais eu, une seconde chance. Il les pousse à fuir, à construire une vie différente, et dans cet acte-là, dans ce geste final, il trouve une paix que rien d'autre n'aurait pu lui offrir. Et ce geste, ce dernier choix, c'est tout sauf quelque chose d'héroïque au sens classique. C'est un homme qui sait qu'il va mourir, qui sait que rien de ce qu'il fera n'effacera ses fautes, mais qui agit quand même parce qu'il a enfin décidé de choisir. Red Dead Redemption 2 nous offre ici non pas une victoire, mais nous offre un sens. Albert Camus disait lui, il faut imaginer Sisyphe heureux. Sisyphe, condamné à pousser éternellement un rocher en haut d'une montagne pour le voir redescendre à chaque fois, est un supplice absurde, une existence sans possibilité de victoire. Mais Albert Camus ne voit pas là une malédiction. Il y voit une vérité sur la condition humaine. Nous n'avons pas à atteindre un sens de l'extérieur. Nous devons le créer nous-mêmes, dans l'acte même de choisir. D'une certaine manière, Arthur lui aussi pousse son rocher. Toute sa vie n'est que chute, répétition et violence. Mais à la fin, il ne pousse plus son rocher pour fuir. Il le pousse pour que d'autres n'aient plus à le faire. Et dans cet acte inutile, aux yeux du monde, il trouve enfin la paix. Il n'a pas gagné, il ne s'est pas racheté, mais il a décidé, il a choisi, jusqu'à la fin. Il nous montre que même dans l'échec, dans la fin et dans l'absurde, il y a de la grandeur. Et c'est peut-être ça la vraie liberté. Pas celle d'un homme qui échappe à la mort, mais celle d'un homme qui l'accepte, sans renoncer à ce qu'il croit juste. Il ne meurt pas sous les applaudissements, ni avec la promesse d'un paradis, il meurt couché dans la poussière, affaibli par la maladie et trahi par ceux qu'il appelait sa famille. Il meurt en homme seul, et pourtant, il y a quelque chose d'étrangement lumineux dans cette fin. Quelque chose de plutôt pur, parce que dans ce moment ultime, tout ce qu'il a été, hors la loi, tueur et complice, s'efface pour ne laisser que ce qu'il a choisi de devenir. Pas un justicier, ni un martyr, mais un passeur. Arthur Morgan ne change pas le monde, il ne renverse pas l'ordre, mais il change le destin de ceux qui comptent. Et dans le cœur du joueur, il laisse plus qu'un souvenir. Il laisse une empreinte parce que cette mort, lente, inévitable et douloureuse, n'est pas une fin de mission. C'est le point d'orgue de tout ce que Red Dead Redemption 2 raconte depuis le début. Tu n'es pas là pour gagner, tu es là pour comprendre. Et c'est peut-être la plus belle leçon que le jeu a à nous offrir. On commence l'histoire en pensant que la liberté, c'est avant tout fuir. On la termine en comprenant que la liberté, c'est avoir le choix. Choisir ce qu'on défend, choisir ce qu'on transmet, choisir, même au bord du gouffre, de rester humain. Now, I'll hold them off.
It would mean a lot to me. Please. There ain't no more time for talk. Go. Arthur, go to your family. Arthur, get the hell out of here and be a goddamn man. You're my brother. I know. I know. God damn you bastards! Ce que Red Dead Redemption 2 appelle immortalité n'est pas l'éternité d'une médaille ou d'un nom gravé sur un mur, mais la résonance silencieuse d'un acte dans le cœur des vivants. Arthur ne participe pas au grand récit du Far West, il participe au récit de la condition humaine. Et c'est cette condition qui nous invite à comprendre. Plutôt que de brandir son revolver dans un dernier sursaut, il pose la question la plus simple et la plus terrifiante qui soit. De quoi sommes-nous réellement faits lorsque la fin est annoncée? Où plaçons-nous notre dernier souffle? Dans la colère? Dans le regret, dans le désespoir, ou alors, contre toute attente, dans l'amour et la responsabilité envers les autres. En ce sens, Arthur Morgan nous apprend quelque chose d'essentiel. La vie n'est pas une course de vitesse vers la gloire. Elle n'est pas une série de conquêtes ou de pillages. Elle est d'abord une série de choix, parfois infimes, souvent douloureux, mais toujours porteurs de sens. Le choix qu'Arthur fait lorsqu'il laisse John s'en aller, c'est un choix qui ne rachète pas son passé, mais qui garantit un avenir pour ceux qui l'aiment encore. Et dans cette paradoxale grandeur, naît sa forme d'immortalité. Après la disparition d'Arthur, c'est au tour de John Marston de reprendre la route. Armé non pas d'une arme pour défendre son honneur, mais d'une promesse faite à celui qui l'a protégé. John, père nouveau-né, a compris qu'il ne s'agit pas de perpétuer le cycle de la violence. Il s'agit de s'en extraire. Il s'agit de réinventer sa place dans un monde qui ne laissera jamais les hors-la-loi tranquilles, mais qui peut offrir à ceux qui aspirent à autre chose une chance de paix. Le joueur, quant à lui, achève ce voyage avec une empreinte inédite. Contrairement à tant de jeux où l'on cherche à accumuler des victoires, à conquérir le monde, à faire le score le plus haut possible, Red Dead Redemption 2 nous amène à un constat beaucoup plus profond. On ne gagne pas la vie, on la saisit. Et c'est dans cette intégration que réside la liberté totale. Arthur n'a pas pris le chemin le plus court pour s'en sortir, mais il a trouvé le seul chemin pour rester fidèle à lui-même, là où la chaîne du gang et l'illusion du pouvoir l'avaient enfermé. Son sacrifice n'est pas celui d'un martyr, mais celui d'un homme qui, à l'heure où tout s'effondre, choisit d'être plutôt que de faire. Il choisit l'humanité plutôt que la revanche. En suivant John dans l'épilogue, on réalise que ce dernier acte d'Arthur se propage comme une onde dans un bassin d'eau silencieux. Arthur ne vit plus dans le réel, mais dans la mémoire de ses choix, de ses douleurs et de sa lucidité. Ses derniers mots, sa dernière posture et ses derniers gestes deviennent un talisman contre la violence aveugle. Il rappelle qu'au-delà de la bravoure guerrière, c'est de la bravoure intérieure qui compte. Ainsi, Red Dead Redemption 2, jusque dans son gameplay, jusqu'à sa lenteur parfois déroutante, nous enseigne que chaque pas compte. On ne choisit pas seulement de chevaucher vers un village, on choisit aussi dans chaque regard, chaque dialogue optionnel, de dresser la barrière discrète qui dicte qui l'on est. Les longues chevauchées dans l'épilogue ne sont pas une invitation au loot ou à l'action frénétique, ce sont des invitations à la contemplation. Elles ressemblent presque à une prière profane où chaque bruit de sabot, chaque soupir du vent et chaque craquement d'un feu mourant exalte la valeur de la simplicité. La fin d'Arthur devient dès lors un symbole. Dans un monde où tout est éphémère, un homme peut encore trouver dans sa dernière action un sens profond. Il peut encore choisir d'éclairer la route des survivants, de passer la torche et de poser un jalon moral. Et cet acte, si simple soit-il, est plus fort que n'importe quel monument ou qu'importe quelle statue que l'on érigerait à sa mémoire. Car ce qui perdure, ce n'est pas l'image figée,
c'est la résonance, la petite voix intérieure que le joueur entend chaque fois qu'il doit prendre une décision, et chaque fois qu'il est confronté à un choix difficile. L'immortalité d'Arthur n'est pas celle d'un mythe blasé, répété dans les légendes du Far West, c'est celle d'un homme ordinaire, pétri d'erreurs et de doutes, qui a trouvé la force de faire le seul acte qui compte, être fidèle à la charité. Et c'est pourquoi, au terme de ce voyage, nous, joueurs, nous devons nous demander qu'est-ce que nous laissons derrière nous, non pas sous la forme d'un score ou d'un trophée, mais sous la forme d'une trace dans le cœur des autres. Car Red Dead Redemption 2 ne parle pas de conquête, il parle de transmission. Dans ce monde de poussière et de sang, où les lois sont dictées par la puissance, Arthur nous montre qu'il reste un espace inviolable. L'espace de nos choix, l'espace de nos regrets, et l'espace de nos amours. Et cet espace, personne ne peut nous l'arracher. Ni les Pinkerton, ni la maladie, ni la trahison, ni même la mort. Tout ce que l'on peut faire, c'est l'honorer jusqu'au bout, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas un jeu sur le Far West, c'est un jeu sur la fin, sur la manière dont on répartit nos dernières forces, sur ce qu'on nettoie, sur ce qu'on transmet, sur l'horizon qu'on choisit de laisser à ceux qui viendront après. It's over, Abigail. I'm sure. Then get to work on this ranch you own, and raising your boy. Yes, ma'am. Are you being sarcastic, John Marston? Me? Never. Good. Anyway, I thought you liked this place. No, John, I don't like it. I love it. It's home. But I'm seeing things a lot more clearly now. I wish things were different. But it weren't us who changed. Gone and you're looking down the sights. Il y a quelque chose de rare dans la manière dont ce jeu nous invite à poser les yeux sur ce qui importe réellement, l'instant, la relation et l'héritage. Et quand le monde change autour de nous, quand la modernité grignote tout sur son passage, c'est un rappel essentiel. Ce qui compte au fond du fond, ce sont les valeurs qu'on porte en nous. Alors, quand tout s'arrête, quand les tirs se taisent, quand le vent finit de souffler dans les prairies, il reste quelque chose d'inestimable, la conscience d'avoir choisi. D'avoir, même quand on savait que la fin approchait, joué le coup qui donnait du sens à la vie des autres avant de le quitter soi-même. C'est en cela que Red Dead Redemption 2 est le seul jeu qui a compris la vie. Parce qu'il va au-delà de la victoire, il va au-delà de la défaite, il nous montre l'éclat fugace de la dignité humaine, là où tout est sur le point de disparaître. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de mettre un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous avez un Twitter, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur le réseau X, lien de mon compte en description. Et si vous vous sentez l'âme un peu généreuse, n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne en souscrivant. Ça vous permet d'apporter un petit soutien financier à la chaîne et ainsi contribuer à son évolution. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.